Come back to me. Come back to me. Yo, 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 je pense qu'on peut commencer. C'est un space assez cool qu'on a aujourd'hui. C'est la deuxième édition de ce space. La semaine dernière, on a essayé de le faire avec Sébastien, Olivier qui sont dans la salle, mais on n'a pas réussi. On s'est un peu fait reguer par Twitter. Je me suis fait reguer par Twitter. Donc j'espère que tout va bien se passer. Merci Eve de faire ce hosting aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est assez cool puisqu'on a une interview assez sympa. On va reprendre un sujet de fond. On va revoir avec Sébastien Motabonel et Olivier Legris. On va reprendre un petit peu ce qu'ils font avec un projet qui s'appelle The Island qu'ils sont en train de lancer. Et en invité spécial, on a Monsieur Cryptoa. Je sais que t'aimes bien qu'on t'appelle comme ça, Benoît. Benoît. Hey yo, ça va? Benoît Couty qui va venir un peu nous aider à décortiquer ce sujet passionnant, mais pas toujours très simple, qui sont les acquisitions muséales. Et on rajoute le layer NFT en plus. Et puis ça va être cool. On va avoir un peu ton avis là-dessus. Ça va, Benoît? Yes, super. Très très busy en ce moment, mais plein de choses super. Donc, écoute, tout va bien. Ouais, j'imagine c'est la saison un peu cool là, où les gens commencent à avoir le sourire et du travail, c'est bien. Ouais. Et on a aussi du coup Olivier et Sébastien, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Ouais, on t'entend bien et puis pleine forme. Voilà. Pleine forme, ravi de ce second space. J'espère qu'on va pas être coupé, Olivier, Sébastien encore. Non, pas de problème. Beaucoup. En tout cas, c'est très cool. C'était dommage parce que c'est vrai que t'étais lancé dans ton explication et c'était passionnant. Je me rappelle après le space, j'ai eu des messages justement de gens qui étaient dans l'audience, parce on avait quand même réussi à avoir un peu de monde aussi, qui étaient assez déçus du truc. Donc, je suis très content qu'on recommence aujourd'hui. Bon, bah, parfait, hein. On va essayer de faire aussi bien que la semaine passée. Ok, on va y faire. Allons-y droit au but. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, donc on te reçoit toi, Sébastien et Olivier. Vous êtes un peu vous serez aujourd'hui en tout cas les experts en art tradi. Vous avez tous les deux, j'imagine, cofondé voilà le projet The Island. Ensemble, on va essayer d'explorer un peu ces trois thèmes fascinants dont on a parlé un peu la semaine dernière, hein, qui sont l'acquisition muséale, enfin le processus d'acquisition, comment ça marche. Tu vas un peu nous aider à comprendre ça, Sébastien. Les coulisses de tous ces deals artistiques un petit peu qui existent, qui ont été faits, et voir un petit peu comment les deals vont évoluer avec l'arrivée des NFT. Et puis on va revenir sur un point un peu cool, une actu cool qui s'est passé pour les deux mondes, pour le monde tradi et pour le monde digital, numérique on va dire plutôt, qui sont les acquisitions, tu vois, du LACMA et de Pompidou. On va essayer de comprendre un peu les dessous de l'acquisition. Benoît, toi, n'hésite pas à intervenir vraiment sur des questions pour donner un petit peu ton approche, parce que Benoît, voilà, je pense que tout le monde connaît un petit peu tout le monde sait qui c'est, mais l'approche est complètement assez différente. C'est-à-dire que toi, t'as pas attendu que les musées viennent acquérir des œuvres NFT. T'en as fait une exposition Crypto à Révolution, et t'as pas attendu voilà que ça se fasse. Est-ce que tu pourras nous raconter un petit peu aussi l'évolution sous ton prisme, voilà. Yes, bien sûr. Alors, j'espère que la connexion va être solide parce que là, ça coupe un petit peu. Je comprends tout, mais je sens que c'est un peu fragile. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de garder comme ça. N'hésite pas à le dire en tout cas si tu vois que la connexion se perd. Déjà, on va commencer. J'ai une petite question pour toi, Sébastien. On sait que on va revenir dessus, mais on s'était dit la semaine dernière que l'art NFT suscite beaucoup d'attention, tu vois, ces derniers temps, même auprès des musées, des galeries un peu plus tradies. Comment est-ce que est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que ces galeries et ces musées perçoivent cette forme d'art, en tout cas ce nouveau format d'art? Ouais, donc bon là je vais essayer de pas passer par quatre chemins. On va dire que du côté traditionnel de l'art contemporain, il y a quand même pas mal de résistance. Ok, les deux communautés se mélangent pas trop. Et en fait, pour être totalement honnête, le milieu de l'art contemporain, ça fait 10 ans qu'ils ont essayé de rencontrer tous ces collecteurs NFT avant qu'ils soient collecteurs NFT, mais tout ce milieu de la tech. Et en fait, ils sont jamais réellement réussi, à part en accrocher un ou deux, mais
il y a la plus grosse galerie qui s'appelle Gagosian, je sais pas si vous connaissez. Il a recruté la femme du plus grand VC de la Silicon Valley, lui a ouvert une galerie où elle était directrice et ça n'a pas marché. Et donc, en fait, ils, ils en restent un peu, ils ont du mal à comprendre les gens qui viennent de la tech, souvent, ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment, et donc du coup, ça reste, il y a un discours qui reste compliqué encore pour le moment. Et, et puis tu disais la semaine dernière un truc à Judith, qu'il y a une différence déjà entre galerie et musée. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence aussi dans la perception ou est-ce que l'un suit l'autre? Non, partout, parce qu'en fait, NFT, c'est beaucoup trop large pour le milieu de l'art. C'est-à-dire que dans le milieu de l'art, on parle que d'art, mais NFT, en fait, c'est beaucoup plus large. Donc, et maintenant, il y a un mot qui circule et que nous, on utilise à l'intérieur d'Island. C'est le médium, c'est on-chain. Et après, et là, déjà, ça aide à voir un peu plus clair, en tout cas pour ceux qui viennent du milieu traditionnel. Euh, et donc, voilà. Mais enfin, il reste encore du chemin. J'imagine. Et toi, Benoît, est-ce que toi, t'as pas attendu de voir des œuvres d'art NFT dans les musées ou dans les galeries? Est-ce qu'à l'époque où tu créais Crypto à Révolution, est-ce que tu t'es dit je vais faire ça avec une galerie ou avec un musée, ou dès le départ tu savais que ça allait pas le faire? Ah ouais, moi je voyais bien dès le départ qu'il y avait un gros décalage, hein. Et pas que dans les acteurs de l'art, dans tous les aspects, toutes les composantes. Les artistes sont pas les mêmes, ils font pas la même chose, les collectionneurs sont pas les mêmes, les acteurs sont pas les mêmes, c'est pas la même énergie, etc. Et surtout contemporain d'ailleurs, il y a un vrai art contemporain. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plus de connexions, je trouve, crypto art et de l'art qu'avec l'art contemporain, mais ça on pourra en reparler. Et oui, j'y suis allé à fond. J'ai créé un lieu dans le métaverse et j'ai appelé ça musée. Voilà, comme ça, bam. Et puis ensuite, c'est vrai, j'ai fait cette grande exposition à Paris en décembre 2021, et ça a été, j'ai demandé rien à personne, j'ai juste invité des journalistes, j'ai invité des gens du ministère de la Culture, j'ai invité des gens des musées, et ils sont venus et ils ont découvert ça avec des grands yeux. Voilà, et ça a lancé pas mal de trucs, ça a lancé des phases de formation. Donc, avec mes associés, Albertine et Tuitienne, on a fait des formations au ministère de la Culture. On leur a expliqué pendant des heures, on a fait 30 heures de formation, on leur a expliqué ce que c'était que les NFT, etc. Bon, il y a eu des articles dans la presse, notamment dans Le Monde. Et c'est là que, notamment du côté de Pompidou, ils ont commencé à voir qu'il se passait des choses et qu'ils ont commencé à regarder quels étaient les artistes. Et je pense que c'est avec cette exposition, plus d'autres qui ont suivi, que ça les a fait avancer dans leur réflexion et qu'ils sont arrivés récemment à faire l'acquisition de NFT. Donc ouais, je pense qu'on a contribué, on a mis une petite pierre dans cet édifice qui a contribué à arriver à ce que finalement, assez rapidement finalement, ils fassent cette acquisition. Ouais, complètement. Parce que Sébastien, je veux bien que tu m'éclaires aussi sur un autre sujet. C'est, enfin, à ton avis, c'est quoi les principaux défis aujourd'hui auxquels les musées et les galeries traditionnelles sont confrontés lorsqu'elles envisagent d'acquérir des œuvres NFT, par exemple? Enfin, il y a plusieurs, il y a plusieurs problèmes. Un, déjà, quand on est une galerie, on est là pour vendre, et donc et donc si on n'a pas accès aux collectionneurs, c'est compliqué. Et deux, la galerie, en fait, son job, selon le niveau de la galerie, c'est de trouver les meilleurs artistes dans cet espace qui font ça. Et le mouvement est tellement jeune que pour l'instant, c'est hyper compliqué de savoir qui est bon, qui est pas bon, qui fait ça pour le sport, qui va rester. Et donc, tout est beaucoup trop frais, tout est beaucoup trop jeune, et ils n'ont pas accès directement à la clientèle. Mais pour assurer le milieu, on va dire, des natifs, c'est vrai à chaque fois, on voit le même problème, hein. Quand l'art contemporain est arrivé fin des années 60, c'était pareil, tout le monde pensait que c'était des fous. Donc, Il faut être bon pour être un artiste contemporain ou pas? comment? Pardon, ça a coupé. Je pousse le trait, je dis, est-ce qu'aujourd'hui il faut être mort pour être un artiste contemporain? Non, 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 heureusement. Mais parfois ça aide. Ouais, après, être un artiste, c'est beaucoup plus que d'être quelqu'un qui est créatif. C'est, euh, être un artiste, c'est beaucoup plus que d'être quelqu'un qui est créatif. C'est, euh, être un artiste, c'est beaucoup plus que d'être quelqu'un qui est créatif. C'est, euh, être un artiste, c'est beaucoup plus que d'être quelqu'un qui est créatif. C'est, euh, être un artiste, c'est beaucoup plus que d'être quelqu'un qui est créatif. C'est,
son habilité de créer une carrière, d'être là au bon moment, de pouvoir expliquer ce qu'on fait, qu'est-ce que je veux dire, d'être un peu maso, parce que souvent l'argent ne rentre pas, et de réexpliquer 20 fois des choses qui pour eux sont d'une évidence même. Et après, au bout d'un moment, ça commence à payer, on commence à être reconnu, on commence à voir les galeries qui s'intéressent. Et donc, il y a Et une partie temps qui est importante. ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a une différence? Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la différence, tu vois, enfin, au niveau de l'acquisition muséale, voilà, personnellement, c'est pas quelque chose voilà, je m'y connais pas. Est-ce que quand un musée ou une galerie, enfin un musée pour le coup, acquiert une œuvre, elle rentre dans sa collection permanente, ou est-ce qu'il y a encore une différence entre collection permanente et acquisition? Non, non, une fois qu'il y a l'acquisition, en tout cas je parle pour l'Europe, aux États-Unis, c'est différent. En Europe, une fois qu'on est dans la collection, c'est permanente. Et le musée n'a pas le droit de vendre la pièce. Et ça, en anglais, c'est un mot qui s'appelle deaccession. Aux États-Unis, par contre, c'est différent. À un moment, ils peuvent se dire, tiens, on s'est gouré, on va se débarrasser de ça, ça prend de la place. Et donc, et ils packagent ça sur le fait ils vont faire des travaux de rénovation ou ils veulent agrandir, ils veulent mettre une nouvelle aile. Et donc, voilà. Mais en Europe, on n'a pas le droit. Par contre, la chose, c'est pas parce que on fait partie de la collection qu'il y a automatiquement, il y a un display, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le musée. Ça va directement à la cave et ça attend et il y a plein d'œuvres qui seront jamais vues du grand public. Et voilà, être dans la collection permanente ne dit pas forcément que tu vas être Voilà. display. Alors, je crois qu'on a une question. Eve, tu veux dire un truc? Ouais, j'avais une question du coup, comment ça se passe pour les NFT? Imaginons donc que par exemple avec toutes les acquisitions qui se sont faites, donc que ce soit sur les punks, comment ça se passe si le musée a envie de vendre justement, dans un bull run, le punk, le floor price revient à 400 000, le musée se dit ça peut être pas mal pour le bien du musée de faire du profit là-dessus. Comment ça se passe du coup? Ça, c'est interdit, hein. On n'a pas le. Si un jour il y a un musée et je parle toujours en Europe, vendait n'importe quelle pièce, il perdrait sa licence. Donc, Ok, d'accord. En fait, à chaque fois qu'il en a un, il le vend il plus. le En fait, c'est remplace, ça vraiment. rentre dans la collection Ok. et ça reste à vie. Et c'est pour ça qu'ils sont très tatillons pour les pièces qui rentrent dans la collection ou pas, parce que ça reste à vie. Bon, là, en tant que NFT, la cave, ça coûte pas très cher, mais quand c'est des tableaux ou des grosses installations, euh, par an, ça coûte énormément. Et donc, ils font. Ah oui, c'est hyper intéressant, ça. Ouais. C'est hyper intéressant, ça aussi. Alors, Benoît, tu voulais réagir peut-être sur ça? Ouais, mais c'est exactement ça. Et en fait, la raison de ça, c'est que les acquisitions, elles sont faites par de l'argent public. C'est l'argent des impôts. C'est l'argent de nous, les citoyens. Donc ces œuvres, en fait, quand elles rentrent quand elles sont acquises par un musée, elles deviennent la propriété du peuple, en fait. Et donc, il y a une responsabilité pour tout le musée. Déjà, de ne pas les vendre, c'est interdit, parce que c'est un bien commun, et de les conserver. Donc, il y a aussi une obligation de conservation et de promotion, etc. Et avec la NFT, ça pose problème, la conservation, parce que c'est des nouvelles règles de conservation qui sont très différentes. Ils ont besoin de comprendre. Et là, on a un rôle, je pense, nous, la communauté, pour leur expliquer, etc., comment ça se Alors, passe. marrant ce que tu dis parce que tu parles effectivement de conservation, de conservation. Là, il y a 2 secondes, effectivement, avec Sébastien, on notait qu'effectivement les œuvres d'art physique, les peintures, les sculptures, tout ça, bah effectivement, ça a un coût énorme, je pense, en conservation. Si on les met dans la cave et c'est pas une cave très humide, j'imagine. Là, l'arrivée des NFT, ça change un petit peu le game. Est-ce que ça faciliterait pas beaucoup plus, tu vois, NFTiser une œuvre, par exemple? Est-ce que ce serait pas un peu l'avenir de la conservation de l'œuvre? Je suis pas sûr. Vas-y, hein, Non, vas-y, non, je te non, laisse je le dire. pense qu'on allait dire la même chose. En fait, le médium est tellement jeune, ils sont pas sûrs dans 20 ans ou 30 ans ça marche. Et puis il y a aussi un problème autour du display. C'est pas très clair si ça doit être sur des écrans, si c'est des projections, comment ça marche dans le futur. Les musées, ils essayent
le temps passe et ils essayent de comprendre comment l'œuvre va évoluer. Et donc, il y a des coûts de storage qui sont presque zéro, mais il y a des risques qui viennent avec ça. Mais alors, c'est intéressant parce que dans les musées, notamment au Centre Pompidou, c'est pas la première fois qu'ils ont des œuvres digitales. Ils ont des œuvres digitales depuis très longtemps. Ils ont des œuvres numériques qui datent des années 80, etc., qu'ils exposent. Mais là où ils vont très loin dans la conservation et dans le respect de l'œuvre, c'est que une œuvre qui a été faite sur floppy disk, par exemple, ils vont essayer de conserver le floppy disk d'origine avec le système d'exploitation d'origine. Et quand ils exposent, ils font tourner le vieil ordinateur avec le floppy disk. Et ils se contentent pas juste de faire une capture d'écran de l'œuvre et de la mettre sur Windows, si tu veux. Et donc, si tu transposes ça au NFT, ça veut dire il faut pas simplement qu'ils conservent le fichier, parce que dans les NFT, il faut comprendre, sauf ce qui est 100% on-chain, mais 90% des NFT d'art sont pas 100% on-chain. C'est un fichier qui est lié à un NFT. Et donc le fichier, il est host quelque part IPFS. Mais ces systèmes de stockage peuvent disparaître. Donc faut stocker le fichier, mais ça suffit pas parce que le fichier lui-même, c'est pas l'œuvre entière. Un fichier numérique, il n'est pas signé, il n'est pas daté. La signature et le datage, c'est le NFT qui est dans la blockchain. Donc il faut à la fois réfléchir à la conservation du fichier lui-même, mais aussi du NFT et pourquoi pas même de la blockchain, parce qu'on pourrait avoir des œuvres d'art qui sont enregistrées sur une blockchain et la blockchain passe en désuétude, tombe en désuétude. La responsabilité d'un musée, ça serait presque de maintenir la blockchain alors que plus personne l'utilise. Et par exemple, Ethereum, dans 100 ans ou dans 200 ans, si c'est tombé en désuétude, peut-être que le dernier node Ethereum sera dans les caves de Pompidou, parce qu'ils veulent maintenir le réseau parce qu'ils ont des œuvres dessus. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc effectivement, donc on comprend très bien ce que tu disais au début, c'est-à-dire le besoin de former un petit peu, tu vois, ces institutions à la technologie et de leur expliquer un petit peu tout ça, de tous ces tenants, ces aboutissants pour peut-être mieux s'approprier la techno, s'approprier leurs œuvres, celles qu'ils ont acquises. Et ouais, complètement. Donc là, on comprend aussi toute l'interopérabilité qui peut exister, tu vois, entre tous ces acteurs qui jouent avec la blockchain et je trouve ça hyper intéressant, je t'avoue. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, c'est marrant parce que effectivement, toi, Benoît, tu nous parles un petit peu de tous les rouages technologiques, de ces nœuds technologiques qui touchent un petit peu ces œuvres d'art. Mais il y a aussi des rouages dans le monde tradi. Voilà, comment est-ce que se fait une acquisition muséale? Est-ce que Sébastien, tu peux revenir un petit peu, nous expliquer brièvement un peu le processus d'acquisition dans les grands. Ouais, et donc je vais essayer de le faire le plus simple possible, mais si c'est chiant ou si c'est trop compliqué, faut m'arrêter. Mais sur Twitter Space, il n'y a pas vraiment de règles. ok. Donc, comme que tu veux, on a le temps qu'il faut. Ok. Donc, quand on se concentre sur les musées qui collectionnent l'art moderne et l'art contemporain, en fait, ça peut être divisé en 3 catégories, si on met les côtés ou les fondations privées de côté. Donc, il y a les musées régionaux, il y a les musées nationaux et les musées internationaux. Donc, en gros, chaque pays a son musée qui représente l'État. Donc, en France, c'est Pompidou, en Angleterre, ça serait la Tate, aux États-Unis, c'est le MoMA. Donc, voilà. Et en fait, si on veut comprendre comment ces musées s'organisent, leur programme d'acquisition, il faut comprendre leur structure. Et en fait, dans ces grosses institutions, c'est assez pyramidal. Il y a un président qui est tout en haut, donc lui, son job, c'est de faire tourner la machine. Et en dessous, il y a plusieurs directeurs. Donc, il y a le DRH, directeur de la com et du marketing, directeur du mécénat, directeur des expositions, etc. Et puis, il y en a un, c'est le directeur de la collection. Et donc, ça, c'est important. Donc, lui, avec le président, ils font la stratégie et les grandes lignes de la collection. Et ils disent, bon, ces prochaines années, on va se concentrer sur ça. Et en dessous du directeur de collection, il y a des commissaires d'exposition ou des curators, ici on appelle ça. Et eux, ils ont tous une formation de l'histoire de l'art et en plus, ils ont une spécialité. Et la spécialité, ça peut être un mouvement, un médium ou une région. Et
En gros, ça marche un peu comme en politique, hein. C'est, pour faire simple, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des ministres, et après il y a des directeurs de cabinet. Et quand on est en charge d'un département, on doit proposer deux choses. Un programme d'exposition lié à notre spécialité et un programme d'acquisition. Donc en fait, ce qu'on aimerait que le département achète. Et, euh, et donc après, le commissaire d'exposition, lui, doit défendre son truc et il doit dire, et lui, il dit pas, ah, c'est de la photo, c'est du NFT, c'est vachement important. Lui, il parle en mouvement. Il dit ça, c'est vachement important parce que c'est la legacy de computer art et tout ça. Donc en fait, il le vend comme ça. Et après, il y a le directeur de la collection qui dit, OK, je comprends, pourquoi pas? Et après, vu que les budgets sont pas illimités, il va y avoir des arbitrages. Et une fois que ça a été validé, après, il faut voir qui est-ce qui va payer, comment ça va être payé. Et donc, C'est effectivement toute une orga. J'ai l'impression qu'effectivement c'est pas facile. Toi, Benoît, toi qui essaies de favoriser un petit peu, tu vois, l'acquisition, la compréhension et de rentrer un petit peu les NFT, le crypto art dans le domaine public, dans la conscience publique. Comment tu fais pour te battre face à tout ça, face à toutes ces étapes? Écoute, pour moi, l'important c'est de faire comprendre à tout ce monde de l'art traditionnel que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sur les NFT, comme le disait, alors je me souviens plus de ton prénom parce que c'est pas écrit sur le The Island, Sébastien. Sébastien, voilà, comme le disait Sébastien, pardon. C'est énorme, il y a plein de choses différentes, il y a des collectibles, il y a des PFP, etc. Et moi, pour moi, j'essaye très souvent de les focaliser sur le côté artistique, enfin la partie artistique des NFT qui existe, qui est légitime, qui a ses racines, qui a ses codes, qui a sa culture, et on trouve des vrais artistes comme des artistes dans l'art traditionnel, c'est les mêmes, hein, sauf qu'ils s'expriment avec un médium différent. Et quelque part, ce message-là, cet art-là dans les NFT, il est un peu, il est tellement dissous dans tout ce qu'il y a autour qu'on le voit pas ou que du coup c'est facile de l'extérieur de regarder tout ça et de discréditer tout ça en disant c'est n'importe quoi. Voilà. Donc moi j'essaye un peu de ramener le focus sur le côté artistique, de présenter des artistes, de parler des artistes, de parler des œuvres. Et voilà. Même si je respecte tout à fait tout ce qu'il y a autour dans les NFT. Et d'ailleurs à la Factory, on est beaucoup sur l'art, mais on est aussi sur tous les secteurs des NFT. Et ça existe et c'est bien. Il y a des projets plus ou moins bien, mais les collectibles, il y a des projets qui sont tout à fait intéressants. Les PFP, etc., c'est intéressant. L'utilité, c'est quelque chose qui est super. Il y a plein de choses à faire. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi l'art qui est un peu à part et malheureusement de l'extérieur, on mélange tout ça. Donc voilà. Donc moi, mon rôle, c'est un peu d'essayer de faire le tri. Complètement. Et d'ailleurs, enfin, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup effectivement des musées et du monde de l'art tradi qui devraient accepter, tu vois, ces crypto-artistes, en tout cas ces artistes qui utilisent ce médium qui est le NFT. Mais toi, Benoît, est-ce que tu peux nous je sais pas, c'est quoi l'avis de ces artistes-là, de ceux qui sont qui font un peu l'écosystème crypto-art ou voilà, ou qui utilisent ces NFT? Est-ce que eux, est-ce qu'ils veulent se retrouver parmi le monde tradi de l'art, ou est-ce que ils ont une autre position par rapport à ça? Il y a les deux, hein. On voit les deux. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des artistes. Il y en a qui ont envie de rentrer dans ce monde-là, de l'art traditionnel. Voilà, et il y en a d'autres qui ont pas envie. Voilà, et il y a vraiment les deux. On l'a vu avec l'histoire de Claire Silver. Claire Silver, elle était toute contente de dire qu'elle était exposée au Louvre. C'était voilà. Bon, on connaît l'histoire, mais donc voilà, ça prouve bien que elle a envie de rentrer dans l'art traditionnel, d'être reconnue comme une artiste à part entière, etc. Mais il y en a d'autres qui disent mais non, ce monde-là est trop vieux, comprend pas, et ça sert à rien d'essayer de leur expliquer. Et tant pis s'ils comprennent pas. Nous, on a notre écosystème qui fonctionne, on a nos collectionneurs, on a nos propres musées, on a nos propres galeries, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Donc il y a les deux. Ouais, c'est ça, parce que ça fait aussi partie du mouvement, qu'être un petit peu contestataire, tu vois, du mouvement NFT, pas forcément, mais du mouvement crypto-art et de tout ce qu'on a pu voir un petit peu comme étant un petit peu de cet art utilisant les NFT, tu vois, on sait que ça fait partie du mouvement de contester
ce monde déjà préétabli qui parfois les a un peu rejetés, quoi. Continue à Ouais, le faire. j'ai eu ces discussions, exacte discussion avec Rob Ness, parce que Rob Ness c'est un artiste un peu underground, un peu contestataire, un peu bad boy, etc. Et un peu artiste maudit. Et puis je lui disais, maintenant t'as l'air malin maintenant que t'es à Pompidou. C'est difficile d'avoir c'est difficile d'avoir le même discours. Donc oui, forcément, il y a ce côté-là on est underground, on est contestataire, et puis tout d'un coup on se retrouve dans les institutions, et comment on gère ça? Donc voilà, bon, Rob Ness, il gère ça très bien, hein, mais oui, il comprend que voilà, il est devenu un artiste reconnu dans le monde de l'art traditionnel. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que la reconnaissance qu'il a eue dans l'art traditionnel, dans l'art contemporain avec Pompidou, n'a pas forcément fait augmenter sa cote dans l'écosystème crypto-art. Tu vois, on aurait pu se dire, les artistes du crypto-art qui se retrouvent reconnus par les musées d'art contemporain vont être les plus grands top artistes du crypto-art. Non. Xcopy, il est pas à Pompidou, et Rob Ness, il est à Pompidou, et pourtant, tu vois, dans le crypto-art, Xcopy a une cote bien plus importante, etc. Donc, tu vois, le lien, il est vraiment pas évident, hein. Et c'est marrant parce que je crois que l'inverse marche aussi. Enfin, moi, j'ai parlé à des crypto artistes qui ont un alias, qui sont anon, donc voilà, qui sont anonymes sur le space, mais qui sont aussi des artistes contemporains dans le monde réel, et ils ne veulent pas justement que les deux personnalités soient associées, parce que ça leur ferait perdre leur cote dans le monde de l'art contemporain, dans le monde de l'art tradi. Est-ce que c'est vrai ça, Sébastien, que être présent, être un artiste contemporain dans le monde traditionnel reconnu, si tu fais des NFT, tu risques d'exploser ta Oui, cote? surtout au tout départ, mais ça c'est vrai pour tout. J'ai commencé dans la photo au départ, dans le milieu de la mode. 90% d'entre nous ne gagnaient pas d'argent, et à côté ils faisaient ce qu'on appelle du glamour pour ces magazines, comment on dit, comme Lui ou Playboy. Tout le monde le faisait, mais il y a cette hypocrisie. Si tout le monde utilisait un autre nom, et si tu te faisais choper, tout le monde disait ah, t'es pas un vrai photographe. Enfin, et donc, pour l'instant, on en est là. C'est toujours comme ça au départ. Pareil pour, enfin, si on remonte il y a 100 ans avec le salon des refusés. Et après, y a pas de doute que quelques années plus tard, après, c'était quand même eux les champions du milieu. Donc, il faut que tout l'écosystème se mette en place, il faut que les gens comprennent. La validation des musées, c'est vachement important. La validation des commissaires d'exposition, c'est important. Et la validation des galeries, c'est important. Mais dans... Et aujourd'hui, celle Et des celle des communautés. communautés, ouais, mais tout, tout, tout va ensemble. Ce qu'on va appeler le vieux monde va être obligé de changer. Ça fait 300 ou 400 ans que ils ont rien fait, et là il y a toute une nouvelle communauté qui arrive, et ils ont des attentes d'art qui sont différentes de la génération d'avant, et ça c'est normal, et donc ça va changer, ça va se mettre en place, et après ça va être difficile d'être underground, j'imagine, dans 20 ans. C'est ça. Alors, il existe encore des artistes physiques underground, on va dire. Mais alors, avant de passer à une dernière partie où j'aimerais bien que revenir un petit peu sur les acquisitions de l'ACMA et de Pompidou à travers vos avis, vos deux jeux d'experts entre toi et Benoît. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur The Island, s'il te plaît, Sébastien? Et j'aimerais bien savoir comment The Island travaille aujourd'hui avec, tu vois, les musées et ces galeries un peu tradies, et comment est-ce que vous œuvrez un petit peu pour l'acceptation un petit peu de l'art NFT auprès de ces institutions. Là, en fait, avec The Island, on a mélangé deux mondes. On a mélangé l'ancien monde, et j'ai un peu honte de le dire, mais je viens de l'ancien monde, et puis des gens comme Olivier. On vient tous de l'ancien monde quelque part. Hein. Parce qu'au départ, je ne vais pas me cacher, j'étais très résistant au monde du NFT. Hein. J'avais du mal à comprendre exactement ce qu'ils essayaient de faire. Et donc, mes associés qui m'ont dit, non, il faut que tu regardes, c'est super, tout ça. Et puis après, une fois que j'ai regardé, il y a toujours plein de choses que je comprends pas, mais ce qui était intéressant, c'était le médium.
Et après, l'idée de The Island, c'était de créer une plateforme où, bon, ben, on va essayer de faire ce qu'on a fait avec The Island, c'est que les deux mondes communiquent. Parce que tout le monde a y gagné si on y arrive. Et donc, The Island, on prend des artistes contemporains établis qui ont 40, 50 ans, qui sont un peu des champions dans leur domaine, qui sont représentés par des grosses galeries internationales. Et on leur demande de faire un projet NFT, mais pas un truc juste comme ça, fais-moi un JPEG, qui est lié à leur pratique. Et à partir de là, on amène tout le support nécessaire. Parce qu'en fait, c'est hyper compliqué pour un artiste qui n'a pas l'habitude de parler à des développeurs, de comprendre comment est-ce que ça marche et tout ça. Et c'est plus de 6-7 mois de projet juste pour sortir un programme. Et après, on va voir les musées, parce que j'ai des relations privilégiées avec certains musées. Et après, donc là, pour le premier qu'on va faire un launch dans 3 semaines, on a parlé avec un musée. Il avait une grosse rétrospective ici dans un musée en Angleterre. On a parlé avec le musée. Le musée n'a pas de collection parce que ça coûte trop cher, pas seulement en acquisition, mais ce qu'on parlait tout à l'heure, la cave. Et là, ça permet le musée de commencer une collection. Et donc, en fait, ils vont commencer avec la pièce de l'artiste qu'on a produit. Et en plus, on leur donne une sorte de participation sur toutes les pièces qui sont vendues pour les aider à mettre un budget d'acquisition pour tout ce qui est on-chain. Donc, en fait, chaque fois qu'on vend des pièces, ils gagnent de l'argent. Et avec cet argent, c'est remis dans le système pour qu'ils achètent des artistes qui travaillent sur le médium. Et après, à partir de là, moi, je peux aller voir des musées et je parle leur langage et je leur explique. Et après, je trouve des expositions pour ce qu'on fait. Donc là, avec ce projet, il va y avoir un grand show normalement juste en dehors de Manchester avec plusieurs musées et un autre dans les Émirats à la fin de l'année. Et donc voilà, en fait, on essaye de... Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'essaie. Non, c'est très clair, justement. Alors, on aimerait bien connaître un peu plus. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les musées qui ont accepté de vous suivre? Ouais, enfin, en tout cas, je peux. Donc, le musée. On veut des noms, Pardon? Sébastien, on veut des noms. Ah, ouais. On veut des noms, en fait. Non, le musée avec qui on a fait la participation, c'est Mostin. Donc, c'est le plus grand musée d'art contemporain au Pays de Galles. Et en fait, en ce moment, il y a une grosse expo solo de l'artiste avec qui on travaille. Il s'appelle Stefan Bruggemann et qui est représenté par voire la plus grosse galerie au monde ou la deuxième plus grosse galerie selon comment on fait, qui s'appelle House on Weft. Alors, Olivier, n'hésite pas. Olivier, je parle à toi. N'hésite pas à publier sur le chat. Hein. Ouais, c'est exactement ce que j'allais faire. Tu m'as devancé. Eh ben, super, merci beaucoup. Pardon, donc, Sébastien, je t'ai coupé. Et donc, on fait 60 pièces uniques, dynamiques, et qui sont liées à sa pratique. Et donc, voilà. Et il y en a une qui est déjà avec une promesse d'acquisition par ce musée, par Mostin. Et il y a toute une série qui a été faite en partnership avec ce musée. Et donc, ils auront une sorte de royalties sur toutes les ventes. Ok, trop bien. Benoît, est-ce que tu connais l'artiste ou les musées associés? Alors, j'en ai entendu parler, mais non, je connais pas spécialement. Mais je suis pas, moi, un grand spécialiste de l'art traditionnel. Je découvre petit à petit, et c'est passionnant. Mais je suis pas aussi. Ah, je crois qu'on a perdu un petit peu Benoît. T'as un peu coupé Benoît. Ok. Et non, je suis pas un grand spécialiste de l'art traditionnel. Ouais. Je connais pas toutes les institutions, etc. Mais je les découvre petit à petit et je fais mon éducation sur le sujet. Bah, c'est exactement ce qu'on veut. De l'éducation sur les deux plans. Pareil que toi, je pense que moi pareil. Je pense que pour beaucoup de gens,
qui sont mis à collectionner. C'était assez marrant de s'intéresser comme ça au monde de l'art et puis au fur et à mesure du temps devenir un peu meilleur à chaque fois sur ces deux sujets-là. Ouais. Alors Samy, j'ai la chance d'être associé avec Albertine Meunier, qui elle connaît très bien tout ça, donc elle me forme aussi pas mal là-dessus et voilà. J'ai pas ta chance, j'ai pas une Albertine sur le côté, mais toi oui effectivement t'as même une double chance, c'est-à-dire que t'as Albertine et vous avez tout ce mouvement que vous avez fait avec OXR aussi, et puis t'as aussi la NFT Factory qui est en face du Pompidou, et j'aimerais bien que tu reviennes. Alors la prochaine partie ce sera uniquement sur l'acquisition de l'ACMA Pompidou, mais avant ça Benoît, est-ce que tu peux nous faire une petite intro sur vos relations avec la Factory et Pompidou, et voir un petit peu si tu peux nous dire comment ça s'est passé un petit peu leur transition vers gentil vers ce monde numérique. Ouais, c'est pas, je veux dire, ils sont très indépendants et on peut pas leur dire tiens fais ci fais ça. Hein. C'est des gens qui sont, c'est leur devoir et c'est leur rôle d'être indépendants, de s'influencer, etc. Donc ils font leurs propres recherches, mais voilà, ils sont curieux et nous c'est la bonne surprise que j'ai eue quand on s'est installé, c'est que ils ont été curieux, ils sont venus à notre soirée d'inauguration à plusieurs. Je leur ai fait visiter la galerie, ils ont posé des questions et on a eu une discussion très sympa et je m'en souviendrai toute ma vie. On parlait, moi je leur ai dit bah voilà, on est voisins moi j'ai envie de créer un dialogue un peu artistique avec vous et je dis le thème de ce dialogue ça pourrait être les fous d'en face. Et ils rigolent, il y en a un qui rigole et il dit mais c'est peut-être nous les fous d'en face, et je dis oui c'est vous bien sûr c'est vous les fous d'en face, et on a bien rigolé. Voilà, c'est pour dire que ils sont plutôt bienveillants, ils sont plutôt contents de nous avoir en face parce que ils peuvent s'ils veulent venir voir ce qui se passe. On les reçoit aussi de temps en temps individuellement. Moi, j'ai eu la chance de faire une visite guidée d'une exposition qu'on avait à l'époque à Marcella Lista, qui est la responsable des nouveaux médias et qui s'est occupée de l'acquisition là, des NFT. Voilà. Et puis on essaie de leur dire qu'on est partant pour des collaborations, que s'ils veulent venir faire des présentations chez nous, ils sont les bienvenus, que s'ils veulent faire une exposition en partenariat, ils sont les bienvenus. Mais je sens que c'est compliqué. Il y a toute la chaîne de commandes que Sébastien a décrite. Il y a le fait que c'est de l'argent public, donc ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas faire la promotion d'une société privée. Voilà, il faut qu'il y ait des mises en concurrence, tout ça. Donc c'est pas évident. C'est des règles comme ça qui font qu'on peut, même si on a envie de faire des choses ensemble, il y a toutes leurs règles qui font que c'est pas facile. Mais on est là, on est présent, on pousse et voilà, et on est en bon terme. Voilà. C'est très bien, mais d'ailleurs peut-être que Sébastien, tu peux revenir avant de passer sur l'acquisition, tu peux revenir un petit peu sur la différence entre un centre d'art contemporain comme le LACMA et Pompidou, toi qui as un petit peu les deux visions, qui a la vision internationale un petit peu sur ce sujet-là. Aux États-Unis, l'argent public, ça existe pas vraiment, tandis que en Europe, surtout après la Deuxième Guerre, on avait peut-être une idée un peu utopique que les programmes d'art devaient être payés par l'argent du contribuable. Aux États-Unis, ils sont pas du tout dans ce délire. Il y a très peu d'argent public et en fait, ils fonctionnent énormément avec des mécènes. Et donc c'est des gens extrêmement riches qui font des donations chaque année pour les acquisitions ou avec les sociétés. Et donc en fait, ils ont un rapport à l'argent qui est totalement différent. Ils ont un rapport avec travailler avec le privé qui est totalement différent. C'est-à-dire que si NFT Factory Paris était au LACMA, il serait beaucoup plus facile pour NFT Factory de faire des projets avec le LACMA qu'avec Pompidou. Donc voilà, et puis le truc principal, c'est qu'ils peuvent se débarrasser des œuvres. Donc tout ça fait que ça marche différemment. Ils sont pas obligés de justifier de la même façon les acquisitions et la façon dont ils achètent aussi, ils sont pas obligés de justifier de la même façon. Donc en fait, ils font le même travail, mais ils le font différemment. Mais et Sébastien, juste voulais réagir sur le côté argent et financier. C'est quelque chose c'est une vraie différence et ça entraîne des différences aussi dans la façon de fonctionner, y compris sur le choix des œuvres, parce que
Si tu veux, moi j'ai des artistes qui m'ont dit mais moi mes œuvres, ma cote actuellement c'est 100 000 euros. Moi je suis prêt à donner une œuvre 100 000 euros au musée et j'ai envie aux Français, je leur dis mais le musée français il s'en moque parce que tu lui donnes quelque chose qui vaut 100 000 euros, bah pour lui ça vaut pas 100 000 euros parce qu'il peut pas le revendre. Donc quelque part dans cette optique-là d'argent public et de fait que tu peux pas revendre. Jamais la valeur de l'œuvre financière, elle est moins importante que la valeur artistique. Moi, je pourrais comprendre, peut-être, je sais pas, hein, mais peut-être qu'à l'ACMA, si on arrive et qu'on leur dit voilà, j'ai cette œuvre qui vaut aujourd'hui 500 000 euros et peut-être demain qui vaudra 1 million d'euros et on vous la donne, ils vont se sentir obligés de l'accepter parce qu'il y a cet aspect financier qui fait qu'ils vont peut-être gagner de l'argent. Voilà. Alors que en France, Pompidou, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est pas, ça les intéresse pas. Enfin, ça les intéresse si l'œuvre a un intérêt historique, Ouais, un intérêt exactement. artistique. La seule chose qui les intéresse est juste pour, même si Pompidou, enfin, en France, on adore tout ce qui est papier, mais sinon, au niveau qualité du personnel qui travaille, c'est l'un des meilleurs musées au monde. On a une chance exceptionnelle avec Pompidou et d'autres musées. Et quand on rentre, quand la pièce rentre au Pompidou, c'est une vraie accolade de la profession. Tandis que d'autres musées, on peut, c'est pas la même chose. Donc, Oui, c'est-à-dire que si les motivations, c'est Ouais. pas l'argent, c'est vraiment sur l'œuvre en soi et sur l'artiste lui-même. T'as plutôt l'impression hein, que c'est que c'est d'autant plus valorisant, quoi. exactement. Ouais, tout à fait. Et pour aller dans ton sens, Sébastien, moi j'étais vraiment très surpris, très agréablement surpris, justement, de l'ouverture d'esprit, de la curiosité de ces professionnels de Pompidou, parce que moi j'avais plutôt l'habitude d'avoir affaire à des acteurs du monde de l'art traditionnel très voilà, qui avaient beaucoup de dédain, qui cherchaient pas à comprendre. J'ai vraiment tout de suite eu ce sentiment que ils cherchaient à comprendre, ils faisaient leur devoir entre guillemets, et ils étaient curieux. Et ça, c'est vraiment une très belle surprise pour moi. Ouais, non, tout à fait. Sur ça, on est vraiment, vraiment alignés. Ce sont pratiquement les meilleurs dans l'industrie. Donc, on a une chance incroyable. Et c'est pour ça que les dialogues comme ça peuvent se passer. Et c'est pas une surprise si l'une des plus grosses acquisitions NFT se fait aussi à Pompidou et pas seulement au LACMA. Donc voilà. Et Pompidou a été premier à le faire, je pense, de quelques heures, de quelques jours. C'est marrant quand même cette coïncidence entre guillemets d'acquisition entre les deux, quoi. Ouais. Et alors après, il y a eu l'histoire des wallets, qui est assez intéressante. Hein. C'est-à-dire que quand Pompidou a annoncé l'acquisition, bah, tout le monde est allé voir sur la blockchain et tout le monde a constaté que les œuvres étaient restées dans les wallets des donateurs ou des vendeurs. Et donc, on dit, mais en fait, c'est faux, etc. Et donc, on en a parlé avec les gens de Pompidou et ils nous ont dit, mais nous, ça a toujours été comme ça. On annonce une acquisition. Ça veut pas dire que l'œuvre, elle est déjà dans nos caves. On annonce l'acquisition, c'est un deal, et ensuite, pour des œuvres physiques, quelques mois plus tard, l'œuvre va arriver, elle va rentrer dans la cave. Et là, ils ont annoncé l'acquisition de NFT et ils n'avaient pas encore le NFT en custody. Et ils l'ont eu après. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour où ils ont annoncé ça y est, on a nos toilettes et que les œuvres ont été transférées dans la blockchain sur leur wallet, et ben leur wallet a été spammé. Voilà, donc c'est la petite histoire. Et nous, on en a profité à la Factory pour faire une exposition du spam de Pompidou. Donc voilà, c'était rigolo. Ils n'ont pas très bien pris au début, puis après ils ont compris parce que c'est un peu l'éthos aussi du crypto, mais Ça souligne un ils petit n'étaient peu pas habitués à ça. Ouais, mais tu vois, ça souligne l'incompréhension parfois qu'il peut y avoir entre ces deux mondes, tu vois. Dans un sens, l'autre qui comprend qu'effectivement une acquisition se fait en plusieurs étapes, et l'autre t'as le puriste du wallet où si tu l'as pas, c'est pas à toi. Et de l'autre côté derrière, le Pompidou qui comprend pas forcément qu'on puisse faire des blagues et que c'est aussi un événement marrant que de spammer un wallet. Et par messieurs, on a couvert pas mal de sujets aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Sébastien, est-ce que tu veux revenir sur une chose que t'as quelque chose à nous partager peut-être à propos de The Island avant de Pas sur The avant de Island, mais Space. sur les bloqueurs. L'autre fois, j'ai parlé avec une directrice de musée en Italie et qui
voudraient collectionner tout ce qui est NFT. Et en fait, leur plus gros problème, c'est que c'est que chaque musée national doit faire leur truc avec, je me rappelle plus quelle banque, Bank of Italia. Et Bank of Italia, ils font pas crypto. Et donc, ça rend la chose impossible. Donc, Alors, ouais. On a eu le sujet en France, hein. Moi, j'ai participé aux réunions au ministère de la Culture sur ce sujet-là. C'était impossible. Pompidou n'avait pas le droit d'avoir un wallet pour des questions de comptabilité publique. Et ils ont cherché une solution. Ils ont trouvé une solution avec un partenariat avec la Caisse des dépôts, qui est une banque qui a une licence bancaire, mais qui est publique et qui a eu son agrément PSAN, donc qui la Caisse des dépôts, qui du coup peut avoir des wallets, et du coup c'est la Caisse des dépôts qui était censée ouvrir le wallet pour Pompidou. Donc il y a eu une histoire aussi juridico-technique qui a dû être mise en place, qui a ralenti le process. donc voilà. Et juste une chose à laquelle je pense, c'est on va avec le groupe The Island, on essaye de mettre plusieurs mécènes tout ensemble pour aller voir un de ces musées internationaux. Donc on a déjà des choses en place pour créer un budget d'acquisition pour NFT. Et donc ça serait vachement. Je pense que ce serait pas une fois, mais comme ça toutes les années il y aurait des acquisitions qui se passent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ah bah, ça serait super, ça, effectivement. Donc, ce serait réunir des collectionneurs et des grandes figures un petit peu du Web3 pour faciliter un petit peu à cette bourse. Je sais pas comment tu peux appeler ça. C'est ce qu'on appelle un comité d'acquisition. Ils appellent ça comme ça dans les musées, et où il y aurait une vingtaine de mécènes qui chaque année s'engagent à donner une somme, on va dire à peu près l'équivalent de 15 000 €. Et donc, ça leur donne un budget d'acquisition qui serait spécialisé et dédié aux NFT. Et comme ça, on aurait leur propre commissaire d'exposition. Et comme ça, les arbitrages seraient beaucoup plus simples. Et donc, voilà. Enfin, on peut rentrer dans les détails, mais l'idée, elle est là. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Eh ben, n'hésitez pas à contacter Sébastien via The Island. Benoît, tu as une touche. Eh ben, je pense on s'est dit beaucoup de choses. Franchement, c'était hyper intéressant. Je vous avoue que moi, j'ai beaucoup aimé ce space parce que, effectivement, on parle de The Island qui est un projet, mais on parle d'un sujet de fond qui touche beaucoup de gens. On a appris, en tout cas pour ma part, j'ai appris pas mal sur tous ces processus, ces mécanismes un petit peu procéduriers sur l'acquisition muséale et la perception entre ces deux mondes. Donc, Benoît, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as une actu sympa à nous raconter? Ouais. Bon, juste un autre sujet sur les musées en France, c'est que les grands musées nationaux se sont répartis un peu les territoires en fonction des périodes, et que donc il y a le musée d'Orsay qui est entre 1848 et 1914, et puis post-1914 c'est le Centre Pompidou, puis avant 1848 c'est le Louvre. Et là, moi j'ai l'impression quand même que Pompidou, ils ont une ligne éditoriale qui est très art contemporain, et les œuvres qu'ils ont choisies, les NFT qu'ils ont choisis sont très orientés concept, voilà, avec des dimensions conceptuelles. Or, dans le crypto-art, il n'y a pas que ça. Et donc, il y a tout un pan du crypto-art qui n'est pas vraiment conceptuel, et qui du coup trouve pas sa place à Pompidou, alors que c'est le seul lieu où ils peuvent être accueillis, puisque les autres musées sont pas dans la période. Donc je me demande si finalement il faudrait pas un nouveau musée national spécialement pour le crypto-art, voilà. Même si c'est une utopie, mais voilà, Pompidou, je dirais, a une culture qui a du mal à reconnaître certaines œuvres du crypto-art parce qu'elles sont trop visuelles. Entre guillemets, elle se limite à un visuel qui est pas trop le truc de Pompidou. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des acquisitions en elles-mêmes, des œuvres en elles-mêmes. On est resté beaucoup sur la philosophie de l'acquisition et les procédures. Je pense qu'on pourrait en refaire un autre space. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment sur décortiquer un petit peu la nature artistique de chacune des acquisitions et peut-être revenir sur ce que tu dis, Benoît. Et je pense que ce serait l'occasion d'un autre bon space. Je sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Oui. Non, totalement, parce que ça, en fait, ça peut
on peut le justifier, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça s'explique. Voilà ce que Benoît vient de dire. Donc voilà. Et puis peut-être, Ami, si tu m'autorises, je voudrais juste faire une petite annonce pour demain, parce que demain à la Factory, on a une super expo. Moi, je suis très excité parce on expose des mèmes McDo. Et donc, on est vraiment là, bien dans la culture crypto. On voulait faire un truc très crypto, très un peu dégène. Et donc, on va avoir 50 mèmes McDo à la Factory demain soir pour une expo mème McDo qui est très sympa. Voilà. Ouais, trop cool. Allez la voir. Perso, j'ai hâte de voir tout ça. J'en ai déjà vu quelques-uns. D'ailleurs, on peut voir ta PFP qui a changé, Benoît. Mais c'est cool. Je pense qu'effectivement, les crypto permet un petit peu ce truc-là pour de création aussi pour s'amuser. Et je crois que vous en êtes pas à la première à la Factory un petit peu, voilà, d'initier un petit peu des idées comme ça de création et de faire un peu à la croisée entre le hackathon le hackathon artistique et l'expo. Donc non, je pense très cool. Je rajoute une dernière chose aussi. On sera nous aussi à la Factory, la Rogue Radio France, le 1er juin. C'est dans une semaine presque. Voilà, c'est dans 8 jours. On sera à la Factory, ce sera cool. On va fêter nos 1 an. Il reste quelques places, pas beaucoup. Je crois qu'il en reste 4 ou 5, je sais plus. Donc n'hésitez pas à aller les choper pour celles et ceux qui ne les ont pas encore chopés. On va faire un Twitter Space live avec du public, donc tout le monde sera autour de nous, ça va être sympa. Il y aura une exposition aussi à ce moment-là, ce sera l'ouverture d'une nouvelle exposition. Benoît, on garde la nouvelle encore ou c'est pas annoncé? Ah, si, on vient d'annoncer, c'est un solo show, c'est un artiste japonais qui est un des leaders artiste japonais qui s'appelle Mera Takeru, voilà, qui fait 2 drops et donc il va montrer son drop et d'autres œuvres historiques. Ça sera un peu rétrospectif aussi. Voilà. Donc voilà, on a hâte de voir ça. N'hésitez pas à aller checker tout sur la page Twitter de Rogue Radio France. Et en attendant, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Benoît au Space, c'était vraiment cool. J'ai appris plein de choses. Et Samy, je peux rajouter une dernière chose avant qu'on s'en aille. Vas-y, je t'en prie. Oui, je voulais juste dire pour ceux aussi qui sont intéressés par le sujet, Sébastien et moi-même serons sur un panel le 8 juin à la NFC Lisbonne à 4h de l'après-midi sur le sujet est-ce que les acquisitions du LACMA et de Pompidou, est-ce que c'est un turning point ou est-ce que c'est juste une illusion ou un effet de mode. Donc voilà, on ira un petit peu dans le détail des analyses de ces acquisitions lors de ce panel. Et oui, c'est vrai, j'ai vu que vous étiez sur un panel à Lisbonne. Et ben écoutez les gars, on se voit à Lisbonne, je pense quasiment tous ici. Benoît, t'y vas toi ou pas cette année? Ah, moi j'y serai aussi, hein. Moi j'ai un panel sur Figital. Et ben voilà. Et ben merci encore à tous. On peut finir ce space, c'était passionnant. N'hésitez pas à toutes les personnes de l'audience, n'hésitez pas à repartager ce space pour qu'il soit vu et écouté. Et en attendant, on vous donne rendez-vous demain pour le comptoir rétro habituel. On sera avec Nico, Eve et Normandie Whale qui sera de son retour. Il était au nord, il vous dira où il était, mais en tout cas, ça sera un bon retour pour lui. Comme invité, on aura Jacques Vie, ce sera une marque de vêtements bio, sourçables, qui utilise les NFT pour tracer et sourcer ses produits. On va découvrir tout ça ensemble et je vous dis encore merci, bonne soirée à tous, merci Benoît, merci Sébastien, merci Olivier et ciao.